3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Laurent Dédier est avec nous, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Nicolas Sopel nous accompagne, stratégiste en chef chez Quintet Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Stéphane Déo est également à nos côtés, gérant senior chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes un geek des banques centrales, Stéphane. Ça se voit. Ouais, vous l'affirmez, vous l'affichez fièrement, généralement, Stéphane. Parlons donc de la Fed et des autres banques centrales. Il y a évidemment la décision de demain soir, quelle va être l'enveloppe de communication, marketing autour de cette baisse de taux attendue désormais par l'ensemble du marché. Et puis au-delà, 2026 peut-elle être une année de grande divergence monétaire? On a à la fois un pricing de baisse de taux qui fluctue pour la Réserve fédérale américaine. Combien? À quelle vitesse? La question est ouverte. Mais pour d'autres banques centrales, ce sont des débuts de commencement de pricing de hausse de taux qui sont en train de l'emporter pour 2026. Je citais en introduction la Banque du Canada, la Banque d'Australie et pourquoi pas même la Banque centrale européenne, Stéphane. Ouais. Alors juste pour revenir sur la Fed, donc c'est demain. Le marché price à peu près 95% de probabilité d'une baisse des taux, donc c'est fait. S'ils ne voulaient pas baisser les taux, ils auraient déjà donné des signaux. Enfin, donc, il ne faut jamais dire jamais, mais la probabilité qu'ils ne baissent pas est quand même extrêmement faible. Ce qu'il faudra regarder, c'est deux choses. C'est le discours attenant. Tout le monde attend, on appelle ça un hawkish cut, c'est-à-dire une baisse avec une vue plus restrictive sur le futur. Donc, que pour elle, en gros, nous disent je baisse les taux, mais après, il n'y en aura pas. Ce sera la compensation donnée par certains au sein du board pour faire passer la baisse de taux auprès de ceux qui auraient préféré peut-être déjà une pause. Oui, ce qui se dit dans les milieux bien informés, c'est qu'il n'y avait pas unanimité en septembre pour la baisse. Octobre a été compliqué et là, c'est probablement la dernière. Après, ce sera plus compliqué d'en faire passer d'autres, sauf évidemment si les données économiques changent énormément. Mais donc, il faudra regarder le discours de Powell et puis s'il y a des signaux sur la liquidité, parce qu'on commence quand même à avoir des tensions. Et je pense que la petite correction de marché, la volatilité qu'on a connue depuis un mois, tient beaucoup à ça. Moi, j'ai vu plusieurs grandes banques d'affaires américaines qui me disent on est un peu tendu sur notre bilan, on a coupé les prêts aux hedge funds les plus agressifs. Et donc, ça explique un peu les corrections de marché qui sont difficiles à justifier d'un point de vue fondamental. Donc, c'est plutôt de la liquidité. Donc, gestion de la liquidité pour garder un système assez ample en termes de liquidité, ça peut être un point. Donc, il y a des petits problèmes, et honnêtement, moi, ça ne me fait pas très peur. Que la Fed ne puisse pas gérer à ce stade. La Fed à la technologie, il suffit... facile assez ici de dire il suffit yaka, mais il suffit de remettre de la liquidité. Par exemple, ils peuvent racheter des T-bills, augmenter le repo, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'on sait gérer et que la Fed a totalement les compétences pour faire ça. Donc, c'est de la volatilité de court terme. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui chagrine les marchés sur le long terme. Après, sur les autres banques centrales, alors moi j'ai un gros fichier Excel avec plus de 80 banques centrales, donc combien vous non, cette année 52, je crois. 52. Je suis désolé de vous décevoir, je ne suis pas à 80. C'est déjà pas mal. Et donc tous les mois, je compte les banques qui ont baissé et les banques qui ont monté. On est au 24e mois, donc 2 ans non-stop, où les baisses sont supérieures aux hausses. Donc on a une vague depuis 2 ans de baisse des taux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez des économistes maintenant qui vous disent mais la BCE pourrait monter les taux parce que plan de relance allemand, donc économie qui repart, donc c'est une histoire qui se plaide pour la fin de l'année prochaine. D'autres banques aussi. Mais si vous regardez les taux moyens de ces 50 plus banques centrales, évidemment, ils ont baissé puisqu'il y a des baisses de taux, mais l'inflation mondiale a baissé beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les taux réels, donc la différence entre les taux directeurs et l'inflation, a eu plutôt tendance à augmenter. Donc, fondamentalement, moi, je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel de baisse des taux de manière générale dans le monde et en partie dans les pays émergents. Parce que l'idée fondamentale, c'est que les taux d'équilibre n'ont pas varié pour la plupart des grandes économies. L'idée, c'est que pour l'instant, vous avez des taux réels, c'est-à-dire des taux moins l'inflation, qui sont anormalement élevés si vous regardez sur les 10, 20 dernières années. Et c'est vrai pour tout un tas de pays. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Brésil, je pense etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais donc, oui, effectivement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est beaucoup plus en ordre dispersé.
C'est pas aberrant de dire que le prochain mouvement de la BCE sera une hausse. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a encore probablement une baisse début d'année prochaine. Et je ne parierai pas ma chemise dessus. J'ai un signe. Non, mais oui, c'est pas une conviction puissante. Non, mais justement, il y a plus de conviction forte sur certaines banques centrales. Par contre, sur d'autres, je pense qu'il y a encore pas mal de banques centrales qui sont dans une tendance baissière. Bon, est-ce que les banques centrales font encore le marché ? Est-ce que la Fed va faire le marché comme elle a pu le faire pendant plusieurs cycles, même peut-être d'affilée ? Ou est-ce qu'on est désormais dans ce que les anglo-saxons appellent le monde de la dominance fiscale, ou traduit en français, la domination des politiques budgétaires sur les politiques monétaires ? Laurent ? Oui, c'est une très bonne question, mais je pense que le cycle de la Fed est quand même un petit peu différent et il est légèrement retardé. Donc après, la question qui se pose sur 2026, c'est combien de baisses de taux ils peuvent faire. Le marché est un peu hésitant. On sait qu'on risque d'avoir, probablement, je mouillerai peut-être un peu plus ma chemise pour garder cette belle expression sur la probabilité que M. Powell soit plus président de la Fed au printemps à un niveau de statistique assez élevé. Est-ce que derrière, le nouveau président, assez pressenti, mais on ne sait jamais avec M. Trump, aura, entre guillemets, un consensus autour de lui, ou est-ce qu'il peut être mis en minorité ? C'est une vraie question. D'ailleurs, le favori commence à être plus sage dans son discours, en disant que ça sera data-dependent. Mais je pense que le point important pour le marché, aujourd'hui, sauf si bien sûr il y avait un revirement très fort de l'économie, accélération ou résurgence d'inflation qu'on ne voit pas aujourd'hui venir, ou un multiplicateur économique qui accélérerait la croissance et qui nous laisserait penser que l'inflation pourrait être au rendez-vous à la fin de l'année prochaine ou début 2027, on devrait quand même avoir une pause sur les taux assez longue, en tout cas un moment de répit jusqu'au moins à l'été. Et donc c'est vrai que la position à être long d'actifs risqués en début d'année, elle semble encore assez propice pour réaliser de la performance en début d'année. Après, on se posera des questions au fur et à mesure, bien évidemment, puis on s'en pose tous les jours. Mais je pense que la question va être quand même centrale sur la Fed. Marché pensait 3, aujourd'hui il parle de 2,5, 3, baisse de taux l'année prochaine, il est en train d'hésiter. Un peu, Oui, parce que les discours évoluent, et puis il y a aussi le discours géopolitique de l'administration Trump, avec cette vision de ne plus être le défenseur du monde, puis cette réaccélération des dépenses dans pas mal de pays, le budgétaire, et donc on est un peu hésitant, mais je pense que le grand message quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même devant nous une trajectoire d'accélération modeste dans certaines économies mondiales qui devrait se transformer par une accélération des profits. Et donc, je pense que les banques centrales ne vont pas être un vent contraire. Elles vont rester encore un vent porteur, au moins sur le premier semestre 2026. Ouais. Avec un schéma budgétaire qui va se reproduire. Bon, les États-Unis, en année d'élection, on le sait, n'ont aucun intérêt à consolider ou à réduire l'impulsion budgétaire. Mais on peut parler de l'Allemagne, on peut parler du Japon, de Madame Takaichi, peut-être d'autres endroits dans le monde qui sont prêts à laisser ou à lâcher les vannes budgétaires. C'est un nouveau couple dans le policy mix entre banque centrale et gouvernement qui est en train de s'établir, ou est-ce qu'il y a encore des zones dans le monde où une forme d'orthodoxie l'emporte aujourd'hui, Laurent ? Alors, je n'ai pas le fichier des 52 banques et donc des 52 pays pour savoir s'il y a de l'orthodoxie quelque part, mais il y a quand même un message assez global que la paix sociale, elle est aussi je pense, un pilier stratégique des fonctions politiques aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont avec certitude, mais globalement, quand on voit que le meilleur élève depuis plusieurs décennies, l'Allemagne, a décidé de changer un petit peu son référentiel, clairement, ça laisse à penser que c'est un message pour des raisons fondamentalement très différentes en fonction des pays. Mais cette souveraineté que l'on peut décliner sur la défense, sur la cybersécurité, sur la technologie, sur les sujets que l'on souhaite, ça peut être sur le médical, clairement devient une prérogative parce que le monde est en train de basculer après, probablement, le monde d'après-guerre, les 40 dernières années qui ont été quand même plus dociles, et même l'entrée à l'OMC de la Chine. Voilà, on sent qu'on est vers un retour de reshoring, souveraineté, indépendance, et donc un sujet plus domestique. Et donc, il y a besoin d'argent. Donc, bien sûr que le privé peut y participer, mais le privé, il a envie d'accompagner si, globalement, le public lui montre le chemin. Et une fois que le chemin est tracé,
lui, il peut venir, entre guillemets, accompagner, puis se dire quelle est la rentabilité que je vais générer autour de cet investissement, une fois qu'on me l'a un petit peu tracé. Comment est-ce que vous voyez, chez Quintet Banque Privée, Nicolas, vous évoluer cette conversation entre les banques centrales et les gouvernements, entre la partie budgétaire et la partie monétaire? Est-ce que ça peut se passer de manière ordonnée, ou est-ce qu'il y aura forcément, ça va créer des conflictualités, des frictions? On voit qu'il y a des divergences, effectivement, entre les États-Unis qui dépensent avec les baisses d'impôts, sans parler de la dérégulation, avec une volonté du gouvernement d'amener les taux un petit peu plus bas. On le sait, le coût de la dette, le remboursement de la dette, c'est un problème. C'est un problème au Japon. Donc c'est pour ça, divergence entre les États-Unis et le Japon, où on voit une certaine forme de plus grande indépendance de la banque centrale du Japon, qui, elle, voit le budget supplémentaire de Madame Takaichi comme étant inflationniste. Donc elle se dit, on va remonter les taux. Le Japon a moins le problème, parce que la dette est détenue essentiellement de manière domestique. Mais dans tous les cas, c'est pas un signe favorable pour les obligations JGBs japonaises. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, nous avons réduit notre allocation sur cette classe d'actifs. Mais on voit d'autres pays comme l'Angleterre, avec le budget d'automne. Donc on est sur un chemin de consolidation fiscale. On peut débattre de comment il a été... Ils en débattent, oui. Oui, ils en débattent. Je confirme. Voilà. En tout cas, la direction, c'est vers normalement une consolidation fiscale, à un moment où la Banque d'Angleterre devrait continuer de baisser ses taux. Donc là, par exemple, on a une classe d'actifs, les gilts britanniques, qui se retrouvent... Qui vous intéresse? Il y a de la valeur, là. Nous, typiquement, on a vendu les JGBs pour acheter du gilt. Même hedgé en euros, on a toujours un petit pick-up très marginal. Mais il y a autant la consolidation fiscale que la baisse des taux, donc capital appreciation aussi pour les guides. Donc voilà, il y a des divergences, donc il y a des opportunités à saisir dans le marché. Pour en revenir aux États-Unis, nous on reste, ça n'a pas super bien marché cette année, on reste un petit peu sous-pondéré sur les treasuries, parce qu'effectivement le mix notamment fiscal, fait craindre un risque de rendement obligataire un petit peu plus haut aux États-Unis. Sur les parties longues, Oui, sur les parties longues, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est inflationniste. Donc la tâche du prochain gouverneur de la Fed, qui, le candidat, vous l'avez dit... on n'a pas cité son nom encore, donc c'est Kevin Hassett. On en parle régulièrement, bien sûr, mais la probabilité pour l'instant converge vers la nomination de... Voilà, qui devrait être un peu plus dovish, je pense, net que Jérôme Powell. Il plaide pour la baisse de 25 points de base demain. Et il annonce que le marché de l'emploi, Pauline l'a dit que les chiffres étaient plutôt corrects, mais il annonce que le marché de l'emploi est peut-être à risque aux États-Unis. Donc, on voit une direction un petit peu plus dovish, après avoir 4 sortants, donc 4 Hawks, 3 Hawks qui rentrent, une plus centriste. Que va-t-il advenir de Lisa Cook? Ça, c'est aussi une question. Donc c'est vrai que sur le FOMC, donc au sein du comité de la Fed, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. On est en pleine période de sortir nos perspectives. C'est ce qu'on fait, qu'on fait aujourd'hui. En général, j'aime pas dire ça peut être une année en 2 temps. Ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent pendant les perspectives. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, on va se poser la question est-ce que la Fed va rester, on va dire, grosso modo, aux attentes actuelles, ils sont de 3%, ou est-ce qu'on va basculer sur un 2,5%, maximum 2%? Ça, c'est à voir. Donc, de ce point de vue-là, on reste plus prudent. C'est vrai qu'on se dit, les baisses de taux, c'est plutôt favorable aux treasuries, mais en tout cas, la politique fiscale ne l'est pas. Alors, la Fed est peut-être une banque centrale moins lisible aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ce type de dissension de part et d'autre du consensus se révéler comme ça au sein du comité de politique monétaire. Elle est peut-être aussi moins lisible parce que l'économie américaine est difficilement lisible aussi, Stéphane. Ouais, on ne peut pas trop lire puisqu'on n'a pas de données. Donc... mais bien sûr, déjà. Mais bon, tout le monde a une batterie d'indicateurs plus ou moins pertinents, fiables ou autres, mais qui permettent quand même au moins de sentir les choses. Je pense qu'il y a un autre sujet aussi, on en parlait avant l'émission, les États-Unis ne savent pas faire d'atterrissage en douceur, ne savent pas faire de soft landing. Donc en fait, si vous regardez le consensus des économistes, il y a des gens qui vous disent ça va réaccélérer.
ça va être très fort. Et dans ce cas-là, au même titre que la discussion qu'on a eue sur la BCE, c'est pas du tout aberrant d'envisager une hausse de taux de la Fed quelque part l'année prochaine. Et puis vous avez l'autre version qui dit le marché de l'emploi faiblit. Si le marché de l'emploi faiblit, la consommation va faiblir. C'est plus des 2/3 du PIB. Et donc là, très vite, on raconte une histoire de récession avec des actifs qui baissent. Et donc, GPT et consorts pourront dire ce qu'ils veulent. Les dépenses de CAPEX IA suffiront pas à amortir un vrai choc s'il arrivait sur le consommateur américain. Donc, c'est à l'américaine. C'est soit vous avez une croissance, et en général une croissance qui est assez forte, soit c'est une récession. Il n'y a pas d'entre. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça. Comme on n'a pas tellement de données, Pauline parlait des chiffres d'emploi. Il y a un chiffre très intéressant qui est sorti ce matin. C'est le NFIB. C'est une enquête sur les petites entreprises. Perspective d'emploi, on est au plus haut depuis plusieurs années. On est dans le 85e pourcentile, c'est-à-dire très très élevé. Salaire, on est au 89e pourcentile. Donc c'est-à-dire que les petites entreprises disent « je cherche des gens et je vais les payer ». Quand on leur demande « quel est votre problème principal ?», ils disent « qualité du travail, j'arrive pas à trouver des gens ». Donc les PME vous disent « je vais embaucher ». Le marché de l'emploi est très tendu, etc. D'autres enquêtes nous disent que c'est elles qui souffrent, justement, les petites entreprises. Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire, mais si vous embauchez quelqu'un, c'est pas pour le licencier 15 jours après, donc c'est toujours un pari sur le futur. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau d'optimisme des PME. Et deuxièmement, si vous créez des emplois, vous créez du revenu. Si vous créez du revenu, vous avez de la consommation, et donc votre effet boule de neige. Donc moi, j'ai plutôt tendance à basculer dans le camp des optimistes, comme souvent d'ailleurs. L'autre point, c'est ce que vous disiez. Mais ça veut dire quoi si on est dans ce scénario bullish sur l'économie américaine, ça veut dire que le marché américain, fort de valorisation déjà riche, a encore de la place pour délivrer de la performance l'an prochain. Et, moi, je pense qu'il y a... et retrouver une forme de leadership. Ce que j'entends de Washington, c'est que c'est du 50-50 pour les élections de novembre. Donc l'administration Trump va faire tout ce qu'elle peut pour avoir une économie qui va très très bien. 50-50, ça se joue, quoi. Ça se joue. Et donc ça vaut le coup de booster l'économie. Donc il va y avoir les chèques qui vont arriver en mars-avril. Il y a le budget qui a de très fortes incitations pour l'investissement sous forme de dépréciation accélérée. L'amortissement accéléré, oui. Et puis il ne faut pas oublier la fin du QT. C'est important parce que ça veut dire que la Fed rachète des treasuries. Et si vous regardez, alors vous connaissez le VIX, je suppose, qui est l'indice de la peur. Il y a le petit cousin qui s'appelle le MOVE, qui est la même chose, c'est la volatilité attendue sur les treasuries. Ça s'est effondré. Ça s'est bien calmé, oui. Donc, ce que vous dit le marché des treasuries, c'est on va rester à 4 et on ne va plus bouger. Si vous avez des taux longs à 4, le marché immobilier va repartir. Ça donne la visibilité aux entreprises. Avec une croissance nominale qui sera encore explosive et supérieure au potentiel, les taux longs vont être... on maintiendra les taux longs à 4, alors. Alors, il ne faut pas dire que c'est du yield control parce que ce n'est pas politiquement correct, mais ça revient à ça. Donc, essayer de créer le meilleur des deux mondes, quoi. C'est ça. Oui. Ça ne peut pas durer éternellement parce que du coup, l'inflation va rester à 3 voire au-dessus. Et sur 6 mois, ça tient très bien, cette histoire-là. Bon. Un mot, c'est quoi la vision que vous avez de la macro américaine l'an prochain ? Il faut quand même avoir au moins une idée, j'imagine, Laurent. J'ajouterais au propos de Stéphane, que je partage totalement, c'est que cette administration Trump, à l'échéance de ses midterms, donc de cette élection en fin d'année, elle a un instrument qu'elle peut utiliser pour booster et la confiance et la consommation, et qui est à l'arrêt depuis longtemps aux États-Unis, alors pas dans la situation aussi dramatique, donc comme ça on va vite voir où je veux venir, de la Chine, c'est son immobilier, le single market aujourd'hui. Donc les maisons individuelles va mal depuis 3 ans, depuis 2022, et cette envolée des taux, c'est jamais vraiment redressé. Le multi va mieux, donc les maisons partagées, entre guillemets, ou les condominiums, comme ils appellent. Ça fait environ 1 ou 2 trimestres qu'on attend on sait qu'ils nous préparent quelque chose, ils en parlent, ils distillent des informations. Donc pour l'instant, 50 ans, c'est ça. Voilà, et pour l'instant, le cadeau de Noël n'est pas arrivé. Alors il reste quelques jours, sinon tant pis, on sera ravis de l'avoir en début d'année aussi. Et je pense que s'ils axent un message assez fort sur l'immobilier américain des maisons individuelles, ils vont aussi se créer cet effet boule de neige très vertueux de confiance, donc de consommation. Si on commence à adosser un peu de baisse d'impôts, d'échecs, etc. Donc sur le niveau macro aux États-Unis, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, de politique monétaire, de politique budgétaire ou d'un choc qu'on peut toujours imaginer, mais on n'est pas là pour faire les scénarios du pire. On a quand même aujourd'hui une feuille de route qui est assez optimiste sur le marché américain,
sur lequel nous, on a une conviction aussi très forte, donc on est en train de le repondérer. Ah. Alors, on s'est fait pincer les doigts une fois dans la porte cette année en partie, parce qu'on l'a quand même un peu hedgé, ce dollar. Ouais. Est-ce qu'il faut rester très hedgé? Probablement encore un petit peu, mais si on venait à glisser vers les 1,20, on pourrait même peut-être légèrement abandonner le hedging à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, on a une conviction très forte sur les actifs américains, et pas seulement sur la thématique Alors, tech voilà. IA. Est-ce qu'on joue ce marché américain de manière différente à l'aune de ce que vous racontez là? Alors, ce thème reste central et on n'a pour l'instant pas d'ingrédients qui nous laissent à penser qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas au rendez-vous des meilleurs performeurs en 2026. On peut toujours discuter de sujets, de bulles, de ratios. On regardera peut-être les valorisations et le financement d'OpenAI parce que ça peut être un sujet, mais Google, Microsoft ne nous posent pas vraiment de problème. Il y a du cash flow, même si on a du CAPEX, tout ça semble très intelligemment équilibré. On verra bien les retours. Oracle peut être un petit canard boiteux, mais voilà. Mais donc cette thématique, pour faire court, nous plaît toujours. En revanche, il y a d'autres thèmes qui nous intéressent sur les marchés américains. On aime beaucoup les mid-cap. On pense peut-être que l'heure du rebond des mid-cap est venue, ou en tout cas va vocation à s'accélérer. Puis après, comme d'autres thématiques, si on veut donner des petites pistes, les financières, mais un peu globalement, c'est un call assez général. Les financières nous semblent toujours un endroit agréable dans lequel on peut investir, particulièrement les banques. Et puis la thématique industrielle du reshoring, qui bénéficie de l'IA, parce que quand on a une accélération de la consommation d'électricité, il y a un moment, il faut connecter tout le monde, donc il faut du power. Donc il faudra, alors c'est renouvelable, c'est du gaz, c'est de l'hybride, c'est du nucléaire. Quelle que soit la solution, on a besoin de plus d'énergie. Et les industriels, elles sont en général bien connectées à ce sujet. Donc voilà, c'est un peu les thèmes qu'on mettra en avant. Alors finalement. Et les mid-cap devant être le marqueur quand même, enfin ça devait être le marqueur de la réussite de Donald Trump, le Russell 2000, voilà. C'est exactement ça, c'est les financières, les mid-cap, la technologie. On ne dit pas qu'on abandonne la consommation, mais on a du mal à construire un scénario optimiste. Le marché il a toujours besoin d'être surpris en dérivés secondes, positivement ou négativement. Et même si on attend quelque chose de mauvais et que c'est moins mauvais, le marché va valoriser ça. Aujourd'hui, on sait que la conso va pas être au rendez-vous, mais on a du mal à imaginer qu'elle soit meilleure. Voilà, on peut imaginer 2-3 petites choses, mais c'est encore un peu tôt. On pourra peut-être basculer à la fin de l'hiver, début du printemps, surtout si on a cette plan de relance ou en tout cas de confiance sur l'immobilier américain vers plus de consommation. Pour l'instant, on attaque le premier trimestre parce qu'on est déjà en train de se projeter sur le premier trimestre avec ces 3-4 grands thèmes sur le marché américain. Bon, sur le marché américain, comment vous l'abordez? Comment vous avez envie de l'aborder, Nicolas, pour vos clients justement? De manière assez similaire au final, parce que nos perspectives, elles reposent sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est que l'incertitude recule, notamment liée au commerce extérieur, on n'en parle plus. 2, on en a parlé, c'est le cycle d'assouplissement des politiques monétaires, en tout cas dans la première partie de la Fed, voilà, et de la première partie de l'année. Le troisième pilier, on en a parlé aussi, c'est le soutien fiscal. Voilà, donc des États-Unis à la Chine, peut-être qu'on parlera de la Chine, mais je pense que tout ça, c'est des feux verts pour la prise de risque, quoi. C'est des feux verts pour la prise de risque. Et le 4, c'est effectivement ce cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle qui est en plein boom, les CAPEX qui sont supportés par des earnings. On ne peut pas passer à côté. Les dépenses en IT niveau intelligence artificielle, chaque année, ça ajoute une économie de la taille de l'Espagne actuellement. Alors, et pourtant, ça reste une impulsion sur la croissance qui est une fraction des précédentes révolutions, que ce soit le dot-com, que ce soit les chemins de fer au Royaume-Uni. Il y a des études qui remontaient au chemin de fer. Voilà, donc ça reste une fraction. Donc il y a encore de la place. Donc tous ces signaux, si on avait commencé 2025 avec une préférence pour les actions américaines, parce qu'on se disait que la croissance, certes, ralentirait, mais resterait positive, et que la Fed baisserait ses taux, certainement, ces conditions sont toujours en place, et même encore avec des perspectives de croissance, en tout cas sur la première partie de l'année, encore meilleures. Donc, on aborde ce début d'année toujours avec une surpondération sur le marché américain. Mais on peut se diversifier au sein de ce marché avec, par exemple, on n'a pas abordé les mid-cap, on est sur le S&P, sur le equal weight. Voilà, parce que la dérégulation, les baisses d'impôts pourraient supporter les entreprises en dehors des secteurs tech. Et je pense que dans
dans ce contexte où tout le monde s'interroge sur les Donc un valorisations... élargissement de la performance. Vous rejoignez, c'est ce que disait Laurent, effectivement, des moteurs de performance qui doivent s'élargir au-delà des seuls hyperscalers, etc. Oui, voilà, si les petites entreprises ont moins d'impôts à payer, en Europe, on a tendance à épargner, aux États-Unis, on a plutôt tendance à dépenser, donc c'est plutôt positif. Donc c'est un moyen de se diversifier par rapport au thème de l'IA, qui reste central, mais ça permet de bénéficier de ces secteurs. Il y a évidemment quelques risques sur le marché américain, on pourra en parler. Des risques, il y en a, oui, la liste des risques, bien sûr. Mais d'accord aussi avec l'idée, Stéphane, que la base de performance doit s'élargir pour ce marché américain. Oui, nous, il y a 3 thématiques qu'on... C'est une condition ou c'est une conviction? C'est plutôt une conviction. D'accord. D'abord, je suis plus optimiste que ce qui a été dit sur la consommation américaine. Il ne faut jamais vendre le consommateur américain. Et là, on commence à voir très nettement certaines valeurs qui rebondissent. Le terme est peut-être un peu fort, mais on commence déjà à avoir la bourse qui anticipe effectivement une année 2026 qui démarre mieux. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est les banques. Et il va y avoir une déréglementation, pour revenir sur ce que disait Laurent, un moyen de booster le marché immobilier, c'est de dire aux banques, vous pouvez augmenter votre portefeuille de prêts beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. En fait, en dérégulant, vous avez besoin de moins de capital pour justifier vos prêts. Bien sûr. Et c'est un moyen, en fait, de décupler la baisse des taux. C'est de dire aux banques, allez-y autant que vous voulez. Et ça, évidemment, vous achetez des voix avec ça, pour les élections. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, sur l'IA, on a beaucoup joué l'IA, on a pas mal gagné notre vie. Il y a beaucoup de choses qui commencent à m'ennuyer. Par exemple, vous avez Google qui a des nouvelles puces, des TPU, oui, alors que Nvidia a fait des GPU. Vous avez Anthropic qui a acheté des TPU à Google. Vous avez OpenAI qui dit qu'il a besoin de 100 milliards et qui en aura besoin de 100 milliards à peu près tous les ans pour les siècles. Enfin, c'est pas très crédible. Par contre, ce qu'on commence à voir, donc la façon dont on l'a joué, c'est-à-dire les investissements dans l'IA, est peut-être un petit peu joué, voire trop joué. Par contre, on commence à voir des implications directes. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis obsédé par les banques, mais depuis 2 ans, les banques surprennent systématiquement tous les trimestres avec des coûts plus bas qu'attendus. Et ça, c'est en partie l'IA. Et ce n'est pas uniquement des gains de productivité, c'est-à-dire des baisses de coûts, ça augmente aussi la productivité des personnes. Donc, je pense qu'il faut passer à une autre histoire sur l'IA. Mais c'est un bon point. Est-ce que ça va juste être des gains de productivité ou est-ce que c'est du chiffre d'affaires, de la croissance en plus aussi? Les deux, en général. En productivité, il y a, le cas le plus clair, c'est Amazon. Ils ont 1,2 million ou 1,5 million d'employés. Ouais. Je suis prêt à vous parier que d'ici 5 à 10 ans, il y en a un peu moins. Parce qu'ils auront été remplacés par des robots, etc. Entre-temps, le chiffre d'affaires aura progressé, leur coût salarial va s'effondrer. En termes de marge, ça va être magique ce qui va se passer, je pense. Et d'autre part, on le voit, pour revenir sur les banques, moi j'ai l'exemple d'une banque de réseau américaine où, imaginez que je sois votre banquier, je vous appelle, on discute. Pendant qu'on discute, il y a une IA qui écoute notre conversation et qui me propose des produits à vous placer. En live. Et du coup, je suis beaucoup plus efficace parce que on a parlé de consommation. Donc, normalement, ça se traduit par plus de chiffre d'affaires à l'arrivée. Et concrètement, le conseiller arrive à placer beaucoup plus de produits et donc un meilleur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas juste une histoire de réduction des coûts. Non, pas uniquement. C'est aussi des gains de chiffre d'affaires. Laurent, alors, vos commentaires, bien sûr, et puis... l'Europe dans tout ça, entre guillemets, parce qu'il y a quand même l'idée, alors on verra ce que donne la macro américaine, mais... sur l'Europe, les choses semblent assez bien balisées. Il y a quand même l'idée d'un momentum, d'une reprise d'un momentum économique. Tous les économistes sont à peu près d'accord sur cette idée-là. Est-ce que ça permet au marché européen de continuer, là aussi, de délivrer des performances? De quelle manière et comment on a envie d'être exposé à ce marché? La seule question qu'on doit se poser sur l'Europe, c'est pas l'accélération économique, elle semble acquise, c'est la traduction en croissance des bénéfices. Ça fait 2 ans qu'on espère, qu'on démarre l'année avec un double digit, donc une croissance à 2 chiffres autour, et puis on finit cette année négatif. Donc le marché commence relativement euphorique. Alors quand on regarde les anticipations du consensus des banques qui publient leurs outlooks et leurs perspectives en ce moment, on se balade entre 5 et 12, donc on va dire 8-9% de croissance des bénéfices en Europe. On a envie d'y croire. L'effet change a joué cette année. Bien évidemment, l'effet change. Peut-être qu'il jouera moins l'année prochaine. Bien évidemment, mais
On a envie d'y croire sur ce que l'Europe contrôle. Et donc, on a envie de s'exposer aux thèmes domestiques que l'Europe peut, entre guillemets, embarquer et qui sont un peu self-help. Je ne vais pas dire que l'automobile, pour prendre un exemple justement un peu opposé, n'est pas un secteur qui ne m'intéresse pas. Mais la question que j'ai, c'est la capacité de ces sociétés à rebondir dans un marché chinois qui est non seulement un peu compliqué, mais qui est incroyablement concurrentiel et qui vient un peu leur tailler des croupières sur des plates-bandes qui étaient hostile même pour et ces donc dans la aujourd'hui. construction aujourd'hui de la croissance bénéficiaire du marché européen, il y a quand même 2-3 sujets, non pas de Sa Majesté, mais des secteurs, qui me semblent aujourd'hui trop indexés à l'incertitude chinoise, que ce soit le secteur automobile, par exemple, ou même on pourrait discuter du luxe. Voilà, le luxe, bien sûr qu'on a des bases de comparaison, les cosmétiques, bien de conso, mais marque plus domestique, quid de la consommation chinoise, est-ce qu'on aura un vrai rebond, est-ce que ça va pas être décevant? Voilà, donc il y a des interrogations. Donc nous, notre message est plutôt de se concentrer sur ce que l'Europe maîtrise, là où elle va investir, là où elle peut céder. Et donc dans ces conditions, on va s'intéresser bien évidemment aux banques, pour les mêmes raisons qui ont été exposées sur le marché américain précédemment par Stéphane, par Nicolas ou par moi. Donc on aime beaucoup les financières et particulièrement les banques. On pense que l'histoire n'est pas terminée et qu'on peut continuer à accompagner ce TGV qui est quand même parti depuis 3-4 ans. C'est déjà un parcours incroyable. Hein. Plutôt sympathique. C'était bien d'avoir aussi des banques dans ses portefeuilles. C'était peut-être mieux d'avoir de l'IA, mais les banques, c'était pas mal. C'était pas mal on aime aussi bien, et particulièrement les valeurs aussi, j'ai envie de dire, liées à cette thématique générale, donc les industriels. Et dans les industriels, il y a bien sûr la partie équipementier électrique, qui nous semble toujours intéressante, mais clairement la partie défense, quel que soit le scénario, et on espère que le scénario sera le plus positif et le plus peaceful, donc c'est quoi un cessez-le-feu. Où est le risque? Est-ce que, je sais Soit pas, on accélère est-ce qu'une baisse de l'intensité du conflit russo-ukrainien, est-ce que c'est un risque pour cette thématique ou pas? Je pense que tout le monde a été très choqué, tout le monde a été meurtri, tout le monde l'a vécu différemment. Quand vous allez en Allemagne aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est à la porte de chez eux, et c'est vrai qu'ils sont plus proches. Et donc clairement, la discussion n'existe même pas, je pense. Quoi qu'il arrive, là, devant nous, c'est un boulevard d'investissement avec la question, j'ai envie de dire, si les États ont envie, c'est plus de l'accélérer que de le laisser au niveau de 3,5 comme on l'a annoncé. Est-ce qu'on ne peut pas aller tangenter les 4, les 5 à moyen terme? Parce qu'on laissera peut-être un animal dangereux se refaire une santé. Et voilà, personne ne sait. Et donc maintenant qu'on est arrivé dans le personne ne sait, par la force des choses, la meilleure des dissuasions, c'est de montrer qu'on est aussi capable de répondre. Donc voilà, on aime beaucoup ces thèmes un peu autosuffisants à l'Europe et contrôlés. L'autonomie stratégique, c'est un vrai playbook pour l'investisseur quand même. Clairement. Ouais. Avec la défense en premier lieu, ça se décline sur d'autres secteurs, d'autres thématiques. Je sais pas, la santé, on a beaucoup parlé du Doliprane et des masques, etc. Enfin, est-ce qu'on peut la défense étant un socle important, j'imagine, le premier pilier, mais est-ce que derrière, on peut décliner aussi cette thématique sur Non, je pense qu'il faut rester assez simple. Il y a bien sûr les banques pour différents sujets, et c'est vrai qu'il y a cette amélioration. Mais après, bien d'équipement, défense, ça nous semble vraiment des thèmes très forts. Et puis après, c'est cette génération de puissance pour toute cette technologie. C'est vrai que les utilities sont devenus un secteur de croissance, alors que c'était un secteur un peu value. En tout cas, c'est un secteur regardé, alors qu'avant, il était presque détesté. On pense que l'histoire n'est pas totalement aussi terminée sur ces secteurs-là. Quand on veut regarder un peu de défensive, entre guillemets, / qualité, voilà, on n'aurait pas envie de mettre tous nos œufs sur l'agroalimentaire aujourd'hui. Même s'il y a des bons candidats, ça ne nous semble pas être un thème de conviction forte aujourd'hui. Une question un peu générale, mais pour vous trois, Laurent, gardez la parole. Comment on construit des portefeuilles et des allocations le plus diversifié possible avec de la protection, quand toutes les classes d'actifs connaissent quand même aujourd'hui des corrélations assez fortes entre elles? Ça pose aussi de manière indirecte la question de l'or, qui a été un des marqueurs de cette année. Est-ce que ça reste un bon diversificateur dans une allocation, plus qu'avant encore J'ai envie de dire que mon temps de parole va être limité. Vous donnez la réponse à la question. L'or est un super argument dans la construction d'un portefeuille pour créer, entre guillemets, des effets défensifs. Parce qu'il a structurellement une thématique d'investissement qu'on peut défendre, qui est l'achat par les banques centrales des pays émergents, plus après la partie industrielle et la partie horlogerie, joaillerie. Mais globalement, l'acteur qui fait pivoter tout ça, c'est clairement les banques centrales aujourd'hui. Et on voit bien son côté un peu décorrélant, défensif, parce qu'on est quand même on a l'impression cette année, quand on regarde les performances, voilà, l'Europe fait aller entre 15 et 20% de performance,
et vous avez l'or en euros qui fait 45 et en dollars presque 60 ou 57 environ. Ça veut dire que tout le monde a embarqué, plus il a pris du risque d'un côté, plus il a créé, entre guillemets, sa protection de l'autre. Ouais. Ça ne veut pas dire que les obligations n'ont pas vocation à jouer ce jeu dans la durée, mais on a quand même l'impression qu'en 2026, ce ne sera peut-être pas le bon candidat ou le bon instrument à utiliser pour créer de la protection, et peut-être qu'il sera plus intelligent de faire risk-on, risk-off en utilisant le cash. Ouais. Où est-ce qu'on trouve des sources de diversification là aujourd'hui, et on peut sortir même des marchés cotés, hein, je sais pas, est-ce que dans les actifs alternatifs et privés, est-ce qu'il y a une décorrélation aussi possible aujourd'hui? Oui, il y en a une, Voilà. parce qu'on supprime la prime de liquidité pour avoir une exposition moindre à la volatilité, simplement. Donc oui, ça c'est une solution. En diversification plus classique, et ce que j'aime bien mettre en avant, parce qu'on a beaucoup parlé de l'IA, parce qu'on sait qu'il y a une histoire de l'IA aux États-Unis, moi c'est la diversification de l'IA avec la Chine. D'accord. Avec la Chine, simplement parce qu'il y a un vrai tournant pour moi cette année pour suivre la Chine de très près de la part de politiques. Laurent parlait de l'incertitude chinoise. Je trouve que justement cette incertitude de point de vue politique, elle n'est plus un vrai focus sur la technologie et sur la consommation, une approche très holistique de la technologie. C'est une puissance technologique qui s'affirme aujourd'hui. Oui, La totalement. Quand vous voyez des sociétés comme Airbnb prendre le modèle d'Alibaba, il n'y a pas que Airbnb, il y a d'autres entreprises qui le font. Voilà, C'est un leader, c'est plus juste un challenger technologique. Ça devient un leader technologique. Ça devient clairement un leader avec cette volonté d'être indépendant des États-Unis. Et clairement, le focus, c'est créer des talents qui peuvent... donc, ça part de l'éducation. Dès le départ, de former des talents qui peuvent relier la science à la... Ça permet de dire qu'investir dans la tech chinoise, ça protège en cas de, je sais pas, en cas de problème sur la tech américaine, par exemple, en partie. Il y a toujours cette corrélation évidemment entre les classes d'actifs, mais si vous avez des investisseurs qui vous répètent qu'il y a des risques de concentration, qu'il y a des risques de valorisation élevés, sur la concentration on est d'accord, sur les valorisations on peut toujours comparer, ça se discute, mais à des valorisations moindres, en fait le risk-reward actuellement sur le marché émergent et donc sur le marché chinois est plutôt très intéressant. Donc là, on n'est pas vraiment dans un risk-on, risk-off, mais plutôt au sein de cette poche IA, avec ce qui se passe en Chine actuellement, c'est le moment. Ouais. Stéphane, comment on se protège? Alors, pour moi, il y a deux façons de voir. Il y a la façon de top-down, donc c'est quand on part de l'économie et on descend. Ça, c'est ce que normalement je suis censé faire. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les classes d'actifs ont plutôt tendance à être très décorrélées à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai un modèle avec actions, taux, matières premières, taux de change. Et en fait, on est sur des corrélations qui sont assez basses. Si vous descendez au degré -1, c'est-à-dire vous prenez que les bourses, les bourses sont aussi décorrélées les unes par rapport aux autres. En tout cas, elles bougent beaucoup moins de concert qu'avant. Oui. Okay. Parce que vous avez des cycles qui sont décorrélés, vous avez la Chine qui fait quelque chose, l'Europe, les États-Unis qui sont sur des cycles différents. On l'a dit, les banques centrales sont en train de... Certaines, on commence à parler de hausse, d'autres de baisse. Donc en fait, quand on diversifie les classes d'actifs, on peut avoir des primes de risque assez différentes. Et puis si on fait l'inverse, si on fait du bottom-up, nous, il y a une partie du portefeuille qu'on alloue dans les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on parle beaucoup de l'IA, mais dans l'espace... Le quantique ou l'espace. Il y a le quantique. Dans l'espace, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez de M. Musk, mais pour envoyer 1 kilo dans l'espace, il fallait $20 000 il y a une dizaine d'années. Là, c'est $2 000. Ouais. Donc, quand vous divisez par 10 le prix, vous ouvrez tout un tas de business models différents. SpaceX sera peut-être coté demain. Donc. Voilà. Vous avez tout ce qui est robots humanoïdes, etc. Et donc, quand vous prenez des petites participations dans des sujets très spécifiques, en fait, c'est des sujets qui sont peu liés au marché, qui sont vraiment niche. Qui sont niches, qui sont décorrélées. Donc, paradoxalement, c'est des valeurs qui sont très volatiles, mais comme elles ne sont pas liées au marché, en fait, ça amortit votre portefeuille.
Et donc, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Il faut regarder. En plus, c'est passionnant. Sur la médecine aussi, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Déo, Eleva Capital, Laurent Dédier, Autingre Banque Privée et Nicolas Sopel, Quintet Banque Privée étaient nos invités.